Bienvenue sur Veto Inside en direct d'AVVAC, le congrès Lyon 2024. Vegan, quelle réalité pratique. Je vous propose d'en parler avec ma consoeur, le docteur Géraldine Blanchard, spécialiste en nutrition clinique vétérinaire. Le vegan, je vous rappelle qu'il n'y a aucune source dedans d'origine animale. Alors bonjour Géraldine. Bonjour Valérie. Bon Géraldine, est-ce qu'on peut revenir juste sur le vegan dans les grandes lignes? Alors, nourrir un chien ou un chat vegan, ça serait le nourrir sans rien, sans aucun ingrédient d'origine animale dans son alimentation. C'est le principe. Pour des carnivores, qu'on peut qualifier de strict pour le chat et d'occasionnel pour le chien, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on peut faire du vegan non industriel, selon toi, en couvrant tous les besoins nutritionnels en même temps? Et est-ce qu'il faut d'ailleurs en parler et pour un chien et pour un chat d'ailleurs? Alors, tout vegan non industriel pour un chien comme pour un chat, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à couvrir les besoins du chat parce qu'il a impérativement besoin de beaucoup de nutriments qui sont strictement d'origine animale. Donc c'est non et non et non. Il n'y a pas ça a le mérite d'être clair. Voilà, là on ne peut pas le discuter. Pour le chien, on ne peut pas biologiquement, c'est-à-dire nutritionnellement, on ne s'en sort pas, mais on peut avoir l'illusion qu'on peut s'en sortir temporairement parce qu'un chien adulte qui n'a pas une activité particulière, est un animal extrêmement tolérant. Donc à très court terme, je ne veux pas dire que c'est bien ou faisable nutritionnellement, mais si c'est fait, c'est mieux on ne voit toléré. pas grand-chose. Ouais. Voilà. Mais ce n'est quand même pas possible à long terme parce qu'on crée des carences. Oui, bien sûr. Et alors, si on parle de vegan industriel, est-ce que, donc là, on a parlé de non industriel, maintenant on va parler de vegan industriel. Est-ce que là, pour toi, c'est possible en couvrant tous les besoins nutritionnels d'un chien ou d'un chat? Alors, c'est séduisant. On peut être très tenté par l'expérience et se dire, quand on fait un aliment industriel, on peut aller ajouter, donc prendre des ingrédients d'origine végétale et ajouter les ingrédients d'origine animale qui manquent. Alors pour le chat, c'est quand même extrêmement compliqué. Et si on va dans le détail et qu'on regarde les aliments véganes qui sont proposés, malheureusement, c'est pas moi qui le dis, les études qui les ont regardées, étudiées et analysées montrent que on a toujours, pour le chat adulte et le chaton, mais aussi pour le chien adulte et pour le chiot, on a quand même des nutriments qui manquent. C'est-à-dire qu'il y a des teneurs en certains nutriments qui sont en dessous des minima des tables de recommandation. D'accord, donc finalement c'est assez compliqué finalement et ça arrive à ma question. Quels sont les freins du vegan au final? Si tu devais les synthétiser. Les freins du vegan, c'est qu'on essaye de nourrir un animal qui est biologiquement n'est pas vegan. Essayez, je vais caricaturer bien entendu puisque sinon c'est moins clair, mais essayez de nourrir un lion en lui disant toi tu es herbivore, et essayer de nourrir une antilope en lui disant mais toi tu es carnivore parce que je le veux, parce que ma philosophie me dit je veux cela. Malheureusement, leur biologie ne leur permet pas. Donc on peut se donner l'illusion pendant un temps très court, parce que le chien et le chat ne sont pas des animaux sauvages et qu'ils acceptent de consommer un aliment qu'on fabrique. Donc on peut se donner l'illusion que c'est possible pendant un certain temps, pour la raison simple que la malnutrition ne tue pas vite. Ouais. Okay ? Et donc, on ne voit pas rapidement les conséquences d'une malnutrition. Pour autant, c'est vraiment à long terme un réel problème. D'ailleurs, j'allais te poser la question finalement, quelles sont les conséquences du vegan et j'ai presque envie de te demander, de par ton expérience, alors c'est compliqué de donner une moyenne, mais au bout de combien de temps tu vois les premiers effets du vegan? Alors, je vais parler de manière plus générale. Parce que vegan ou pas, quand on a une malnutrition, il y a des conséquences qui vont se voir rapidement et d'autres très longtemps après. Donc, quand on a une malnutrition en calories, l'animal maigrit ou grossit, on sait qu'il n'a pas assez ou trop de calories consommées. Et puis, il y a un deuxième critère, quand on le regarde et qu'il consomme un aliment cette fois, donc ça c'est assez rapide. Il faut à peu près 1 mois, voire 2, pour voir une malnutrition protéique. Pas assez de protéines dans un aliment consommé par ce chien et ce chat, qui par ailleurs pourrait avoir son poids stable, fait que vous allez pouvoir constater
un peu de fatigue, une baisse de la masse musculaire qui, chez le chien, s'objective extrêmement facilement ici au-dessus des yeux. Les zones qu'on appelle les crotaphytes doivent être plates ou bombées. Et si elles se creusent, c'est assez facilement à relier à une carence en protéines dans l'aliment. Donc on peut avoir un aliment avec un profil en acides aminés assez cohérent et qui couvre bien le minimum des acides aminés dits indispensables. Pour autant, s'il n'y a pas assez de protéines, c'est un peu l'image, si vous avez besoin de faire un pull avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel au lieu des 10 acides aminés et que vous n'avez pas assez de laine. Vous allez faire un pull qui sera avec ces petites couleurs, mais il va vous arriver au milieu du thorax, vous ne pourrez pas le finir. Donc, il y a un équilibre, mais il n'y a pas assez. Et ça s'objective en regardant l'animal, en allant voir ses masses musculaires, et chez le chien, vraiment assez facilement. J'insiste parce que c'est un très bon critère en réalité. Et je t'avoue, je ne le connaissais pas ce critère, et c'est vrai que je pense que c'est un critère facile à utiliser en clinique. Très facile. Et à identifier. Est-ce que finalement un pelage aussi qui est terne, c'est un bon critère pour définir un problème de je sais pas si on va peut-être pas dire malnutrition, je ne sais pas si on peut appeler ça malnutrition, mais c'est un bon critère selon toi? C'est le 3e critère, c'est que la malnutrition a des répercussions assez rapides et directes sur la qualité de la peau et du pelage. Donc pareil, en 1 mois ou 2 mois, on peut aller regarder l'évolution de ces 2 critères-là, la peau et le poil, en regardant ce pelage depuis l'arrière, si j'ose dire. Ça s'aggrave d'abord depuis l'arrière. Ah ouais, c'est notre petite astuce, ça. Voilà, exactement. Donc on remonte de la queue vers la tête et on regarde la qualité du poil et de la peau. Alors pour rappel, ça paraît très simpliste ce que je vais vous dire. Le poil d'un chien ou d'un chat doit être doux, brillant, lisse, ne pas avoir de pellicule, ne pas être collant et ne pas sentir très fort. Bien sûr, c'est un chien ou un chat, mais il n'y a aucune raison, à moins qu'il se soit roulé un peu avant, il n'y a aucune raison qu'il sente mauvais. Si vous avez ces critères, allez d'abord voir si l'alimentation de ce chien ou de ce chat est suffisamment riche en tous les nutriments indispensables et est assez digestible. Donc on n'a pas ces informations-là, mais si on a ces changements, quand on a changé d'alimentation, il faut passer à une autre. On peut se dire que cet aliment, peut-être qu'il est bien pour un autre animal, on ne sait pas. En revanche, pour celui-là, ce n'est pas le bon. C'est pas bon. Non, je te remercie. Végétarien, par contre, tu me disais, ça c'est tout autre chose. Justement, c'est une autre histoire. Et là, est-ce qu'il y a, pour le coup, dans le cas d'un régime végétarien, une différence entre le chien et le chat? Alors oui, si on définit végétarien, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition réelle finalement, mais si on admet des produits laitiers et des œufs, pour faire simple, on peut nourrir un chien de cette manière en acceptant un complément minéral et vitaminé, et on peut faire une ration maison dans certaines circonstances. Il ne faut pas que ce soit un chien qui ait des gros besoins caloriques. Un chien de sport extrême, ça ne va pas marcher. En reproduction, ça ne va pas marcher. La croissance, ça ne va pas marcher. Mais pour un chien adulte, on peut s'en sortir. Alors, s'il vous plaît, ne me demandez pas ces rations à longueur de temps, mais en tout cas, c'est possible. Chez le chat, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas. D'accord, merci en tout cas. Merci Géraldine. Intéressant ce focus sur le vegan parce que c'est ce que tu me disais avant qu'on débute cette interview. Finalement, il y a un phénomène éducatif des vétos sur le vegan qui commence à porter ses fruits. Et on a un peu de moins en moins la demande en fait. On l'a encore, mais ça va un peu en déclinant. Oui, c'est une impression. Je n'ai pas d'éléments chiffrés à vous apporter pour ça, mais effectivement, il y a quelques années, on avait vraiment beaucoup, on voyait quand même beaucoup cette demande de la part des propriétaires. Je pense que peut-être l'information a diffusé, on a vraiment des conséquences sur la santé. Je n'ai pas évoqué les troubles urologiques, enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense que les gens ont quand même cette tendance à avoir un peu compris, l'éducation a peut-être porté ses fruits et autant on a beaucoup plus de demandes sur du barf, on a beaucoup plus de gens qui donnent des rations mixtes aussi, ce qui peut être intéressant si c'est équilibré, et un peu moins, il me semble, de cette demande d'alimentation végane pour des animaux qui quand même, quoi qu'on en dise, restent des carnivores. Donc c'est tant mieux, en tout cas. C'est tant mieux pour cette partie, absolument. Oui. Bon, en tout cas, un grand merci pour ce partage, Géraldine. Avec plaisir. Et puis j'espère que ça vous aura intéressé, cet épisode de nutrition vétérinaire sur le vegan. Si vous avez aimé, n'hésitez pas donc à suivre la chaîne Veto Inside. Abonnez-vous, partagez nos épisodes avec des spécialistes vétérinaires. Et puis surtout, à très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt.